Alors nous sommes sur un reportage avec monsieur Fabrice Pancrate, voilà, qui a joué au PSG, à Newcastle et d'autres clubs. Donc il va un peu nous partager un peu son parcours et encourager aussi la jeunesse qui joue au football. Voilà, en l'occurrence au club de Gisors, voilà, ce club où il y a pas mal de jeunes qui sont passionnés de football. Donc Fabrice Pancrate va un peu nous donner un peu des tuyaux, voilà, pour pouvoir progresser et avancer dans le football. Donc Fabrice, alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours au Paris Saint-Germain? Au Paris Saint-Germain, ouais, c'est un parcours, je dirais, de 5 années. 5 années par lesquelles j'ai passé des bons moments. Il y a eu des mauvais moments aussi un petit peu, mais je retiendrai que les moments positifs. Et puis c'est un parcours, je dirais, couronné, entre guillemets, ou récompensé, dirais-je, des efforts que j'ai fournis par le passé dans mes clubs précédents, et notamment au moment où j'ai fait 2 saisons de haut niveau que le Paris Saint-Germain allait me chercher. Et puis la consécration, je suis dans un grand club français, tout rêve de joueur qui fait que quand j'y arrive, ben, c'est un autre monde pour moi, c'est une nouvelle dimension, et puis tout reste à faire encore parce que je suis qu'au milieu de ma carrière, on va dire, et puis j'ai des belles choses à découvrir, et puis ça commence de fort belle manière parce que c'est l'année où on se requalifie pour la Ligue des Champions, tout simplement. Et dis-moi, à quel âge que tu as commencé le football? Bah alors, amateur, je dirais à l'âge de 8 ans et demi, encore 8 ans et demi, voire 9 ans, je sais plus exactement. Et en section professionnelle, je suis entré au centre de formation à l'âge de... J'allais sur mes 16 ans. D'accord. Au centre de formation de Cuiseaux, en 71, en Bresse. Il faut savoir que j'ai la possibilité d'aller dans d'autres centres de formation comme Rouen à l'époque, qui était un national 2. Tu avais aussi le Red Star qui était en Ligue 2. Mais il n'y avait pas 50 000 choix non plus parce que j'ai fait un essai, et puis pour la plupart des centres de formation, c'est eux qui ont signé le recrutement. Et très peu sont ceux qui nous ont répondu positivement pour nous faire un essai, dont Cuiseaux. Et puis ça a marché pour moi à la suite d'un tournoi à Garges, les Gonesse, où j'avais vraiment tout cassé entre guillemets, et on m'a convoqué pour aller faire des essais encore sur place. Mais voilà, ça s'est bien passé, et puis j'ai signé au centre de formation de Mancuso, et je vais surtout aussi sortir de mon quotidien parisien, tu sais, dans le bassin. J'avais marre d'être un peu en banlieue, non pas marre parce que c'est ma ville, mais parce que tout simplement j'avais besoin de voir autre chose, et aussi me donner plus de chance, parce qu'au Red Star, j'intégrais l'équipe, mais en jeune, tu avais beaucoup de catégories. U17 nationaux, U17 DH, U17 régional, U17 district, alors que Mancuso, c'était U17 nationaux, basta. Donc voilà qui a été ma décision, et qui a été la bonne décision d'ailleurs. D'accord, donc tu penses que c'est bien lorsque... Alors, dis-moi, à quel âge que tu as commencé à réaliser que tu voulais en faire ton métier? Moi, depuis tout petit, je vais être professionnel de football. Depuis tout petit, il n'y a que ça qui me motive. J'ai envie de te dire que depuis qu'on est en classe et qu'il faut écrire sur la feuille blanche, tu sais quel métier tu veux faire plus tard, ben, j'écrivais football professionnel à chaque fois. Et j'ai jamais douté là-dessus, sur mes intentions déjà. Savoir si j'allais réussir, c'est autre chose, mais sur mes intentions, voilà. Et puis j'étais au bout, et puis là où certains peut-être trouvaient ça bizarre, ou se moquaient, ou me disaient non, ce sera compliqué d'y arriver, ben non, moi j'ai jamais dérogé à cette règle-là. J'ai toujours écrit football professionnel. En deuxième choix, je m'étais informaticien, j'ai informatique. Donc tu prévoyais déjà la route au cas où, voilà. Mais ça a toujours été football professionnel du début à la fin. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as pu rencontrer des personnes qui t'ont mis un peu des bâtons dans les roues pour te dire que tu n'y arriveras pas, que voilà, c'est pas pour toi, c'est réservé pour les autres? Est-ce que tu as rencontré ce genre de personnes qui t'ont
Ouais, oui, tu les croises. T'as pas cette qualité, il faut plus de qualité. Ouais, naturellement, tu les croises. Parce que. Alors, je sais pas comment tu les prends. Est-ce que c'est objectif? C'est une critique objective qui te fera avancer et sur laquelle tu vas rebondir pour travailler mieux? Ou est-ce que c'est de la jalousie simple et que les gens veulent pas te faire. Les gens veulent te faire douter et tu passes à côté de ton rêve. Donc, bien sûr, tu les croises, soit des profs, soit des amis, soit même de la famille. Tu les croises, effectivement. Maintenant, après, c'est à toi aussi de faire la part des choses. Et quand tu fais la part des choses et que tu es focus sur ton travail et sur ce que tu as envie de faire, ben, naturellement, tu fais abstraction de tout ce qui se dit. D'accord. Et tu fais ton boulot à fond et tu sais de vivre ton rêve à fond. D'accord, d'accord. Et comment ça se passait en centre de formation avec les études? Tu voulais devenir professionnel, mais est-ce que les études, tu mettais quand même l'accent dessus quand même? Ben, t'as pas le choix parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu rentres dans centre de formation, les clubs regardent ton bulletin et les appréciations. Faut pas croire qu'il suffit juste de jouer au football et puis le tour est joué et puis on t'accepte. Non, le bulletin est très important et si t'as pas un bon bulletin, on te prend pas. Ça, il faut le savoir. Moi, je bossais à l'école parce qu'avec la mère que j'avais, j'ai pas d'autre choix de bosser à l'école. Elle était parent d'élèves, elle était toujours derrière notre dos, les 5 enfants, toujours parce qu'il fallait bosser. Et ben, quand t'as une mère sur le dos comme ça qui lâche rien et puis qui sort les dents, les crocs quand il faut, voilà, tu bosses naturellement. Donc moi, j'ai pas eu ce problème, ce frein-là qui fait que ça m'a empêché de pratiquer ma passion et puis j'ai grâce à ça aussi, en plus des qualités que j'ai pu développer, j'ai pu intégrer sur ma formation. D'accord. L'école, c'est important, très important. Ok, d'accord. Et du coup, après le Cluzo, t'es parti au PSG, c'est ça? Non, après le Cluzo, je vais à Guingamp d'abord. Guingamp, ok. Guingamp, où je signe stagiaire en 2001. Il faut savoir que la dernière année à Cluzo, tu sais, les dates limites, c'est le 30 avril pour savoir si tu vas prolonger ton contrat ou pas. Ouais. Et au Cluzo, je ne prolongeais pas. Et bizarrement, paradoxalement, j'avais déjà joué en Ligue 2. Ouais. Mais je ne sais pas si c'était parce que l'entraîneur du centre de formation voulait faire évoluer les joueurs que lui, il avait sous son aile, plutôt que nous qui étions sur les ailes de quelqu'un d'autre avant lui, son prédécesseur. Et puis on m'a pas posé de contrat pro. J'ai toujours cette image de Patrick Gabriel qui était annoncé, c'était lui le directeur du centre, après, et qui me dit ouais, si tu as besoin d'un coup de main, je peux t'aider, t'emmener là, etc. Mais c'est des clubs amateurs. Et moi je lui réponds, mais coach, je vous ai cru, j'ai quitté ma famille pour être dans les clubs amateurs. Elle joue à Saint-Georges-les-Ancises ou je sais pas où, c'est non, je jouerais crânement ma chance dans d'autres clubs pro. Il me dit, mais enfin, si t'es pas retenu à Moncuso, les autres clubs vont t'accepter. J'ai dit, écoutez, coach, on verra bien. Moi, j'ai déjà 2 matchs en Ligue 2. Les gens vont regarder ça. Ils comprendront pas pourquoi je ne pas, mais ils regarderont ça. Et moi, j'avais un ami à moi, Jonathan Joseph Augustin, pour ne pas le citer, qui était à Guingamp et qui était en équipe de France. Et quand je lui ai dit la situation, il m'a dit, écoute, moi, il cherche un attaquant, mon coach cherche un attaquant absolument, pour la réserve et tout, je peux en parler. Et on a parlé. Et puis du coup, il m'a dit viens, monte, y a pas de souci, moi ça m'intéresse. Et comme j'avais joué en plus déjà en Ligue 2, ça m'a intéressé d'autant plus. Je monte là-bas, je fais l'essai, elle m'a prend 10-12 minutes, j'ai cassé l'essai. Du coup, je me dis c'est bon, ça ressort, c'est bon. J'ai vu ce que je voulais voir et tout. Et synchro, ma grosse revanche, c'est quand je reviens dans le Cluzo, je suis parti sans rien dire. L'essai. Ah ouais, donc le club était. Normalement, voilà. Il n'était pas au courant que tu fasses l'essai. Voilà. Normalement, quand je vais dans un club pro, je suis dans mon club, ce club-là avise d'autres clubs que je viens. Mais comme il y a des haineux dans ce milieu-là, ils n'auraient pas brossé dans le bon sens du poil. Ils ont tout fait pour que je signe pas là-bas ou que je truc. Donc, jamais j'ai fait que j'y aille en 12D. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en 12. Et quand je suis revenu à Moncuso, un journaliste m'a dit, mais tu pas de club, ça? J'écoute. J'ai même mieux, j'ai un club de Ligue 1, mais tu sors bientôt. Et alors que l'Oncuso descend en national, et moi, le Guingamp montait en Ligue 1. Et quand ça s'est écrit dans la presse, je peux dire, on a pris plein la tête, les directeurs du centre. Comment ça se fait que des joueurs qui ont déjà joué en pro ne sont pas gardés, alors qu'ils vont jouer en Ligue 1 l'année prochaine, ils ont trouvé un club de Ligue 1. Oh là là! Mais moi, une fierté absolue.
Une joie absolue parce que C'est ton rêve, quoi. c'est ton rêve. Mais tu te rends compte que même jusqu'au bout, tu as des gens qui sont là pour l'atténuer ton rêve. C'est pas parce que tu n'as pas réussi dans un endroit que tu peux réussir ailleurs. Et c'est pas parce que tu n'as pas réussi dans un endroit dit de bas niveau ou moins réputé que tu n'as pas le niveau de réussir dans un niveau plus haut et mieux réputé. En fait, il n'y a pas de logique dans le football. Il y a juste toi, ton cerveau, ton mental et ta chance. Mais la chance, elle se provoque. Tu vois, elle tombe pas comme ça. Ou sinon, elle tombe, mais il faut la prendre en vol. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. D'accord. Donc il faut, voilà. Et ok. Et ton parcours à Guingamp, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé parce que faut savoir que je signe d'abord stagiaire pro la première année. Après cette année stagiaire pro, je fais une très bonne saison. Donc je suis un meilleur buteur avec mon collègue, on va dire, au sein de l'équipe. Et puis derrière, on propose pro. Je suis le seul de la génération à proposer pro, ça le pire. À pouvoir croire qu'ils avaient gardé le budget pour prolonger des contrats professionnels et que moi derrière, comme j'ai fait une bonne saison, ils voulaient me proposer pour une grosse casse une seule année. Et moi ça me va. Parce que quand tu es joueur de foot, sans amateur ou quoi, ton but c'est de passer professionnel. De rentrer dans le circuit. Voilà, dans le circuit. Voilà. Tu signes 1 an, 6 mois, sauf une fois que tu es pro, Voilà. Après, il faut aller au bout des choses. Et moi, ce qui s'est passé, j'ai signé pro. Et après, j'étais dans le circuit. Et puis l'année d'après, j'ai fait quelques apparitions en Ligue 1. Mais j'ai pas comment ça s'appelle? J'ai pas le compte rendu espéré, je veux dire, tu vois, les temps de jeu, les matchs de jeu, etc. C'est le coach qui l'accombe à l'époque, lui fait beaucoup jouer d'anciens, et les jeunes sont là pour compléter, mais un peu de mal à faire confiance totalement, alors que à un moment donné, je méritais totalement d'être titulaire dans cette équipe, même si j'avais que 19 ans, 20 ans même. Bon, il se passe ce qui se passe, et au sortir de cette année-là où je dis on va plus jouer, j'ai essayé de partir, tu vois, peut-être un étage inférieur, comme au Mans. Il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait Le Mans, il y avait Caen, il y avait Toulouse et Créteil qui me voulaient. Et puis j'ai décidé d'aller au Mans parce qu'au Mans, il avait fini 5e du classement en Ligue 2. C'est à l'époque où tu avais 4 qui montaient en Ligue 1 et ils avaient fini à la porte à peine de la montée. Donc je me suis dit, peut-être dans l'euphorie, dans la continuité des choses, c'est mieux d'aller au Mans parce qu'il y a une base qui est là et il faut juste apporter sa période difficile. Mais ça m'a souri. J'arrive au Mans, je signe 4 ans là-bas, j'en fais que 2. Mais 2 saisons. Alors la première, c'est le feu, parce qu'on fait la première montée historique du club en Ligue 1. Je suis dedans, titulaire indiscutable. Et la deuxième année, on va dire Thierry Goudet qui était l'entraîneur, de pass manager. Et j'ai envie de te dire, dans l'euphorie, il s'enflamme un peu, parce qu'au lieu de continuer sur l'équipe qui a fait la montée et de la peaufiner avec 2-3 renforts intéressants, il décide de changer pratiquement, pas toute l'équipe, mais il ramène 6-5 renforts, voire 7, et ça désigne tout le monde. Un peu comme Monaco, hein, une période de prendre. Ouais, Monaco c'est différent, c'est encore un stade différent parce que Monaco reste comme un club avec un budget important. Nous n'avons pas de budget, il fallait s'asseoir et s'appuyer sur les joueurs qui étaient en place, tu vois, et compléter à côté. Et pendant 6 mois catastrophiques, on n'est pas bien, on est dans le bas du classement. C'est seulement quand Thierry Goudet rend son tablier et quand je suis entraîneur avec Daniel Jean Dupeux que moi je réintègre l'effectif. Je joue titulaire de la trêve hivernale jusqu'à la fin. Mais tu vois, le dégoût et les regrets qu'on a, c'est qu'on descend avec au goal à virage. Ce goal à virage, on a le même nombre de points qui se font devant nous, ou un seul point d'écart, je sais plus. Mais c'est ça, c'est ou un point d'écart ou au goal à virage. Et derrière, tu as des regrets parce qu'il y a des matchs où tu aurais dû gagner quand tu fais le bilan de la saison. Donc que tu n'as pas gagné parce que l'effectif qu'il a mis en place à l'époque, et Thierry Goudet, c'était pas le bon. Il a fait les bons choix. Maintenant, bon, on dirait que le Mektoub a fait que le destin a fait que, malgré cela, j'atterris au Paris Saint-Germain quelques mois après, parce que il cherchait un côté droit en doubleur de Fiorez, et il faut savoir que l'ostéopathe du club du Mans
était aussi l'ostéopathe du club du Paris Saint-Germain. Il officiait là-bas 2 jours par semaine, le mardi et jeudi, pour voir les joueurs du Paris Saint-Germain. Et ça s'est fait comme ça. Et il demandait, t'as pas un joueur à me proposer, qu'est-ce qu'il me dirait? On me dit, à ce poste-là, il y a celui-là, fais-moi confiance pendant un moment. Et comme ça, ils ont jeté leur dévolu sur moi et ça, jusqu'au bout, ils sont venus me chercher. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu rentres au parc pour le match, toi? Alors, le parc, c'est déjà, t'arrives dans le stade, t'arrives dans les tribunes, dans la corbeille, tu vois des gens que tu voyais à la télé, tu te dis, mais on est où là? C'est Paris, le Paris Saint-Germain, si tu veux, mais tu vois des stars de la musique, des stars du grand écran, du petit écran. On sait qu'on est une autre catégorie. T'es à Paris, c'est la capitale, etc. Mais ça, c'est tout le folklore autour. Là, faut être sur le terrain. Et donc, quand j'arrive, déjà d'une, l'intensité est différente que moi. Parce que moi, comme je fais partie du joueur phare, dès que j'étais un peu fatigué, on me mettait sur le côté, vas-y, va à l'infirmerie. À Paris, il n'y avait pas de ça. À Paris, tu t'entraînais dur, non-stop, comme si c'était en match. H24. D'accord. Ah ouais, va il te pomper ton jus comme jamais. Tu vois. Mais j'ai appris, sous sa tutelle, de comment on pouvait se surpasser, tu vois. Aller au-delà de nos capacités. D'accord. Parce que vraiment, c'est quelque chose que je connaissais pas, je savais bien donner en match, mais autrement, des fois, je gérais. Et là, j'ai vu qu'avec lui, on peut pas gérer. D'accord. Et après, tu pars à Newcastle, je crois, par la suite. Ouais, quelques années après. Moi, entre-temps, il y a eu après à Sochaux, après je suis parti après au Betis. Avec Luis Hernandez et tout, 6 mois. Et après, à la fin de mon comment ça s'appelle, de mon mandat, si je puis dire ainsi, au Paris Saint-Germain, effectivement, oui, je me retrouve à Newcastle. Pas tout de suite, parce que il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pu prolonger au Paris Saint-Germain, quand on voit arriver. Je repère aussi en Turquie, parce qu'en Turquie, le club avec qui j'ai mis la misère en Coupe d'Europe, Kayserispor, on me voulait. Mais moi, j'étais pas trop chaud pour y aller. Pourquoi? Parce que Kayseri, quand on était parti là-bas, j'avais vu, c'était pas une équipe qui me plaisait plus que ça. Et puis surtout, c'est important l'environnement dans lequel tu vis, tu vois. La Turquie, ça reste la Turquie, ils ont des belles villes. Mais Kayserispor, non, c'est pas parti dans mes plans. Si j'avais été à Istanbul, si c'était Fenerbahçe qui me cherchait, ou Beşiktaş, ou Galatasaray, ça aurait été différent. Peut-être j'étais plus ouvert à la discussion, tu vois. Mais ça n'a pas été le cas, donc j'ai refusé. Il y a eu Lille aussi, Lille, la grande Lille, le grand Lille, où il y avait Hazard, Gervinho et compagnie, parce que Paul Le Guen, comme son contrat n'est pas renouvelé à Paris, il doit partir là-bas. Et il vient me voir, il me dit, je vais t'emmener avec moi. Et moi, surprise, j'étais libre, sans contrat, enfin libre, j'ai pas prolongé. Donc dans ma tête, il me dit, jackpot, j'arrive sans transfert, je fais un bon contrat avec Paul Le Guen, c'est bon. Reviens ma situation, Paul Le Guen finalement, ils ne le prennent pas, ils reprolongent Rudy Garcia. Et moi, toutes mes offres sont passées. Donc, je me trouve sans club. Bam! Du coup, sans club. Je suis là et puis j'attends. Un essai à Burnley en Angleterre. Mais je n'étais pas trop chaud à y aller, donc je ne m'étais pas préparé. Arrivé là-bas, j'ai avalé la pompe direct. C'est intense. C'était intense parce que je m'étais vraiment pas préparé. J'ai parti en vacances, j'ai dit quand je reviens, je me préparais seulement après parce que j'ai pas de club. Donc 5 semaines, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai profité, etc. Aucun cardio. Tu manges, quand j'arrive à Burnley, j'étais pas bien. Donc je reviens, je veux pas rester, même si l'ange anglais voulait absolument que je reste pour que je m'acclimate. Et puis Newcastle, pour te passer les détails, parce que j'ai fait Sheffield United aussi entre temps, j'ai fait Portsmouth aussi entre temps. Et après Newcastle, ça arrive vers septembre, octobre, et un concours de circonstances. 8 blessés dans l'effectif. Moi je fais l'essai, je casse l'essai. Tout se passe bien, et puis au bout de 3-4 jours, on me dit on va le faire signer 1 an. 1+2. En cas d'accession au tour de la ligue. Et puis je signe, parce que gros club anglais. Avant mon arrivée, c'était les Michael Owen, c'était Philippe Martins, c'est Mama Abubey qui était déjà là-bas, il y avait Awafolabi, il y avait comment ça s'appelle, c'était la deuxième plus grosse masse salariale d'Angleterre après Manchester United. C'est te dire les stars qui avaient une équipe de compagnie. Non,
vraiment Coloccini, vraiment une grosse équipe. Et puis je suis là-bas et puis c'est vraiment un club que j'ai kiffé, j'ai aimé. L'ambiance, le stade, comment dire, le club en lui-même et tout. Et puis voilà. Et puis au final, je suis pas resté parce que l'agent français et l'agent anglais ne sont pas mis d'accord sur les conditions. Ça fait que ça fait capoter mon deal. Et j'ai eu mauvaise. Je ne te cache pas, j'ai eu mauvaise vraiment. Parce que je me voyais reprolonger 2 ans avec un seul. En plus, mes enfants étaient là, ils commençaient à apprendre anglais et tout. Donc, ça a tout cassé. Donc, rebelote, chômage, pas de club. Et puis, ça ne dure que 2 mois. Parce que j'ai dans la presse que le FC Nantes cherche un côté-droit d'expérience. Il s'avère que l'entraîneur adjoint de Landry Chauvin, qui était l'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint, c'était Bruno Baranchelli, que j'avais connu au PSG quand ils m'ont fait venir, avec Vaïdozic. Donc je l'appelle tout de suite, j'écoute, je suis un côté droit. Il me dit, ouais, pourquoi tu m'as chuté et tout, j'ai rien, etc., etc. Et puis de là, il me dit, écoute, Fabrice, viens, on a fait un essai. J'ai comme ça un essai. Je dis, mais on ne sait pas, le coach t'a pas vu, t'es en Grèce, on ne sait pas comment ça s'est passé, il veut voir ta condition physique et tout. Je dis, ok, sur ces conditions-là, je dis, mais un essai, on sait jouer au football. Donc je viens et moi, là, par contre, je m'étais préparé. Donc tout le physique qu'on m'a donné à faire, je l'ai avalé au fond. Même des joueurs qui étaient avec moi, qui ne suivaient pas derrière, parce que j'allais trop vite. Et puis l'essai était concluant et je signe là-bas 2 saisons, une année en plus en cas d'accession en Ligue 1, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et donc je suis resté 3 ans en excellent. Et tu finis ta carrière là-bas? Je finis ma carrière là-bas. J'aurais voulu continuer et la finir, on va dire, dans les pays exotiques, hein. Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, ce que tu veux. Mais les opportunités n'ont pas été réellement concrètes parce que beaucoup de gens t'ont proposé des choses. Mais soit c'était du vent, soit c'était parce que ils ne trouvaient pas leur gagne pas là-dedans et ils n'ont pas voulu faire le deal. Donc le fait de n'avoir rien trouvé et puis en plus j'étais dans une situation personnelle un peu compliquée, donc j'ai préféré prioriser mes enfants, tu vois, que d'aller dans des destinations dites exotiques aussi, telles que Malaisie, Thaïlande, etc. Donc j'ai arrêté en 2015, j'avais 35 ans, et voilà. D'accord, ok, d'accord. Donc tu as de bons souvenirs en fait de ta carrière, enfin tu gardes un bon souvenir de ta carrière de football que tu as eu et toujours, si tu vas refaire ça, bah, tu l'auras en mieux. En mieux, ok. Je refais en mieux. Parce que qui dit refaire dit tu connais le parcours, le chemin, donc ne pas tomber dans le même trou, tu vois, éviter les erreurs que tu as pu faire et tout, et essayer de faire toujours mieux. Parce que oui, je suis content de ma carrière, oui, j'ai fait des choses qui étaient pas mal, mais j'aurais pu faire mieux, voire beaucoup mieux. D'accord. Et du coup, être bien encadré, c'est aussi important. Donc, bien sûr. Nous, on est une génération, on était un peu autodidacte, on se débrouillait. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, quand j'allais faire les essais, je prenais le train tout seul, j'avais 13-14 ans. Aujourd'hui, les gamins sont accompagnés partout, ils font rien tout seuls. On a peur pour eux à chaque fois, alors que nous, ça existait déjà ces problèmes-là, mais on s'en souciait pas. Moi, quand je prends le train, on se demande pas si je vais être kidnappé ou s'il y a un fou qui va me prendre. Alors qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse crainte de tous les parents. Et j'ai fait des choses qui fait que c'est un peu compliqué, tu vois. Mais tout de même, on a fait le boulot. Et j'étais là, j'ai fait mes essais, j'ai voyagé. Et puis tout s'est bien passé, grâce à Dieu. Je veux dire, j'ai pas rencontré de problème plus que ça. Et qu'est-ce que tu penses un peu, pour bientôt finir, qu'est-ce que tu penses un peu de la nouvelle génération de footballeurs et avec ce projet Mbappé qu'on entend de plus en plus en ce moment. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur ça en fait? Moi je dirais qu'il y a trop de parents qui se prennent la tête, qu'ils arrêtent. Des Mbappé, il n'y en a qu'un seul. On n'a pas 2, il n'y en a pas 3. Des projets Mbappé, il est unique. Demain, le père il fait le même projet, ça ne marche pas. D'ailleurs, on voit son frère Ethan, c'est pas le même parcours, c'est pas le même avenir. Chacun a sa chance. Les médias ont gonflé le projet en labellisant projet Mbappé, mais chacun a sa chance et chacun joue son football qu'il doit jouer. Maintenant, moi je dis qu'il faut laisser les gamins s'épanouir, surtout à leur plus jeune âge,
Et c'est seulement à partir de 13, 14, 15 ans qu'on regarde vraiment la route à suivre, le chemin à suivre et les accompagner. Ok, je veux bien, mais sans que l'ambition et puis l'émotion débordent sur les intentions réelles qu'on a pour son fiston. Parce que plutôt que le servir, ça va le desservir. Et je le vois souvent autour des terrains. Il y a des gamins aujourd'hui, si certains d'entre eux ne trouvent pas le club, c'est parce que les entraîneurs ont déjà vu que les parents sont relous. Donc ils te sortent tout ce que tu veux comme argument pour pas donner suite à ça. Tu vois. Parce qu'en fait, il y a des enfants des fois qui ne vont pas forcément jouer et les parents ne vont pas regarder le football. Ouais. Ils vont dire directement c'est à cause de l'entraîneur. Ouais, alors que bien sûr. Alors que non, mais c'est pour ça que je dis que j'en veux, moi, cette génération-là de parents, parce que c'est celle que je suis aujourd'hui. Et moi, comme j'ai vécu mon métier, je sais de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas vécu, peut-être c'est une frustration pour certains d'entre eux, certains parents, pères, entre guillemets, qui voulaient être professionnels, qui n'ont pas été, parce que leurs parents ne voulaient pas qu'ils soient, soit parce qu'il n'y a pas les qualités pour. Et puis ils s'octroient un rôle qui n'est pas le leur. Tu vois, il faut que chacun ait sa place. C'est-à-dire que quand tu n'as pas les aptitudes d'être un entraîneur ou d'un éducateur, tu ne vas pas l'improviser ce rôle-là. Tu vois, à un moment donné, le gamin il doit jouer, il doit d'abord prendre du plaisir, et après, dans le cursus football scolaire qu'il doit suivre, il y a des gens compétents pour l'accompagner là où il doit atteindre son but, tout simplement. Il ne faut pas non plus tout le temps mettre la faute sur l'entraîneur et se dédouaner de ses propres responsabilités. Parce qu'avant tout, c'est le joueur qui est sur le terrain, qui joue. C'est pas l'entraîneur qui a fait que tu joues pas. Même si des fois il y a du favoritisme, je peux bien l'entendre. Dans certaines catégories, ça existe. Mais un entraîneur, il se prive jamais d'un très bon joueur. C'est ça. Jamais. C'est pas un fou. Ouais. Donc c'est ça. C'est vrai que c'est ce qu'on voit actuellement, c'est que pour moi, en tant que aussi footballeur, on voit que je sais que en fait c'est le terrain qui prime et c'est pas le parent qui va aller frapper à la porte de l'entraîneur pour que le fils joue, sinon c'est catastrophique. Bien sûr, c'est le joueur qui joue, c'est ce qui prime en premier et rien d'autre. Rien d'autre. Il faut être focus sur le jeu. Pourquoi pas? Est-ce que tu dois corriger, tu le corriges, mais c'est pas ton père qui va corriger pourquoi tes erreurs, non, c'est toi qui vas corriger tes erreurs quand même. Donc voilà. Merci Fabrice pour ce. Merci à vous.